Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Au cours de ces rencontres, nous avons mis la tête dans les étoiles, le nez dans les algorithmes. On s'est aussi glissé avec effroi dans le cerveau un peu malade des nouveaux prédateurs. Ce soir, on va mettre les deux mains dans la terre. Gilles Clément, vous êtes jardinier, ingénieur agronome, paysagiste, botaniste et écrivain. Vous avez enseigné à l'École normale supérieure du paysage de Versailles et vous avez été titulaire de la chaire annuelle de création artistique au Collège de France. Vous êtes, entre autres, l'auteur du Jardin planétaire, publié en 1999. En 1977, vous êtes installé à Crozant, dans la Creuse, où vous avez créé un jardin maison caché au fond d'un vallon, incarnation vivante de votre conception de la nature et du vivant. Vous avez créé ou co-créé de nombreux jardins, le parc André Citroën à Paris, plus récemment le Jardin du Souvenir en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, et dans le sud, le domaine du Railleul, somptueux jardin méditerranéen, nous y reviendrons. Gaspard Koenig, vous êtes philosophe et écrivain. Vous avez notamment signé 2 ouvrages très différents mais qui se répondent presque en miroir. D'un côté, La fin de l'individu, une enquête sur l'intelligence artificielle en 2019, sur les machines donc, et de l'autre, Notre vagabond de liberté, le récit d'une chevauchée à travers l'Europe jusqu'à Rome avec Destinada, une jument grise au reflet lit de vin qui vous a emmené loin des nouvelles technologies à la rencontre des gens. Dans vos 2 derniers essais, Houmous et Agrophilosophie, vous vous intéressez à la Terre, c'est-à-dire à la planète, mais aussi plus concrètement au sol sur lequel nous marchons, aux vers de terre et tout ce qui s'ensuit. Ce soir, on va parler du jardin que l'on cultive pour soi, mais aussi du grand jardin dans lequel nous vivons, qui est le jardin planétaire. J'ai le grand plaisir d'accueillir les élèves du lycée agricole Étienne Resta, qui ont, avec leurs professeurs Alice et Cécile, ainsi que Marion, fait un atelier et qui vont vous poser des questions et présenter leur travail. Donc ces élèves s'appellent Noah, Leonardo, Ilan et Maxime, et je vous prie de les applaudir bien fort. Bonsoir. Donc, nous sommes des élèves du lycée Étienne Resta à Sainte-Livrade-sur-Lot, en classe de terminale générale, et nous avons découvert le concept de jardin planétaire et le travail de Gilles Clément grâce à une activité qu'on a réalisée en cours de philosophie. Et on peut dire que ce concept, il a suscité quelques débats au sein de notre classe. Nous, on s'est dit qu'en considérant la Terre comme notre propre jardin, on se sentait plus concerné et responsable de son bien-être ou de son équilibre. Certes, mais avoir ce point de vue-là reste un peu anthropocentré, comme si l'existence de la Terre dépendait de notre point de vue humain. Le fait de s'approprier la Terre en utilisant le terme jardin, comme on le fait d'un lieu qui est notre propriété, me pose un problème éthique. Sauf qu'on peut aussi se dire que le fait de décrire la Terre comme notre propriété est une stratégie rhétorique pour nous inciter à en prendre soin, à en percevoir la valeur. Car je prends bien plus soin de ce qui est à moi que ce qui est à mes voisins. Et puis, n'oublions pas que si nous faisons partie de la nature nous-mêmes, nous avons besoin de la cultiver pour satisfaire nos besoins, comme les animaux qui eux-mêmes puisent leurs ressources dans la planète. Sauf qu'on n'aurait pas à prendre les responsabilités qui nous sont demandées aujourd'hui si nous n'avions pas dégradé la planète auparavant. L'intérêt n'est pas de gérer la nature, mais de la laisser faire et de la respecter en minimisant notre présence et notre impact.
Eh bien justement, c'est ce que propose Gilles Clément, savoir parfois laisser faire la nature, car elle sait très bien prendre soin de ce jardin planétaire, elle aussi. Eh bien moi, je ne comprends pas comment on peut se déclarer jardinier quand on passe plus de temps à regarder la nature qu'à travailler. Et puis, de toute façon, l'homme ne peut pas entretenir la planète entière, c'est bien trop vaste. D'où l'importance de laisser la nature reprendre la main sur certains espaces. Le terme entretenir n'est pas à confondre avec contrôler, cadrer. Quand on dit qu'il faut entretenir la nature, il faut comprendre que ça veut dire en prendre soin et ne pas la laisser exposer à des dangers, comme lorsqu'on protège notre propre jardin. La nature peut s'entretenir d'elle-même, mais puisque nous sommes parfois obligés d'en tirer des ressources, nous devons aussi la protéger. On peut parler de relations mutuelles. Eh bien voilà, pas sûr que nous soyons d'accord sur les termes ou la méthode, même si nous avons pu constater que nous partageons un même intérêt pour la santé de notre planète. Merci beaucoup. Gilles Clément, j'ai l'impression que les étudiants ont été très intéressés par votre concept de jardin planétaire et en même temps assez critiques. Vous me disiez tout à l'heure en loge que les élèves étaient vos professeurs et que vous aimez bien inverser un peu ce rapport descendant pédagogique. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de leur répondre tout de suite ou si vous voulez leur répondre au cours de la discussion. Non, je peux porter une... Alors, allez-y. Oui. Ça marche. Alors, je vais peut-être redéfinir. C'est pas un concept, le jardin planétaire, c'est un constat. Et il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai choisi ce terme-là. La première, c'est la couverture anthropique. Et l'homme est partout. Il y a beaucoup d'humains sur la planète, partout, sur tous les continents. Et le jardinier, il est partout aussi dans son jardin. Et même là où il ne met pas les pieds, il sait à peu près ce qui s'y passe. Voilà. Ça, c'est exactement la même chose ailleurs, dans des endroits où il y a des reliefs et des difficultés. On sait ce qui s'y passe. Il y a des drones, il y a des surveillances. Enfin, il y a une présence humaine très, très importante sur la totalité de la surface de la planète. La deuxième raison, c'est le brassage planétaire. Le premier jardin tel qu'il a été créé, il y en a 2 là et 2 là, alors il faut que je fasse la tête comme ça. Je vais reculer, ça je vous verrai mieux. Il a été créé au moment de, sans doute, la première sédentarisation. Et à ce moment-là, ces nomades qui se posent vont mettre dans un espace qu'on appellera le jardin, les plantes dont ils se nourrissent, dont ils se nourrissaient tout le long de leur parcours. Ils cueillaient, ils trouvaient, ramassaient, etc. Et là, ils les importent. Ils les prennent. Ils sont ça où ils vivent ces plantes, et ils les amènent là. Mais ils les protègent aussi. C'est un enclos. On protège de la prédation. Il ne faut pas qu'il y ait des animaux qui viennent manger les plantes qu'eux veulent manger. Donc, il y a cette importation qui fait que, avec l'intérêt de plantes nourricières intéressantes qui viennent d'ailleurs, ils vont chercher avec les moyens de transport de plus en plus performants des plantes qui viennent de très loin. Les tomates, les pommes de terre, ça ne vient pas de chez nous. Hein. Nous, on les a partout, dans tous les jardins, vous avez ça. Donc, on a le brassage planétaire à l'intérieur même de ce petit espace. Et quand on voyage sur la planète, on observe qu'effectivement, ces espèces qu'on croit être originaires de ci ou de là, elles ont un accueil. Chaque pays accueille des plantes et des animaux aussi qui viennent d'ailleurs. Tout voyage en permanence. Et enfin, la troisième raison, c'est la définition même du mot jardin, qui veut dire un enclos et un paradis. Le paradis, peut-être. Je crois que c'est pas complètement idiot. Mais l'enclos, c'est sûr, on est dans un espace tout petit, ça s'appelle la biosphère, qui est limité à 8-10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et la même chose en dessous. Ça, c'est l'eau. Sans eau, il n'y a rien, il n'y a pas de vie du tout. Et les limites sont là. Après, au-dessus de la troposphère, on n'a pas de vie telle qu'on la connaît.
On ne pourrait pas aller cultiver des jardins au-dessus, là, ni en dessous. Donc on est dans un espace de vie qui est petit. Et j'ai appelé ça pour parler d'une exposition que j'étais en train de fabriquer à l'époque, qui a eu lieu à la Villette, c'était en 99-2000. J'appelais ça le jardin planétaire. Bon, c'était un peu une image, peut-être, est-ce que c'est exagéré ou pas, j'en sais rien, mais c'était pas absolument un concept en soi, c'est vraiment un constat. Moi, j'ai entendu deux mots que je trouve intéressants, c'est entretenir et cadrer. Vous, en tant que jardinier, est-ce que vous entretenez, est-ce que vous cadrez, est-ce que vous faites les deux ? Entretenir peut-être, cadrer jamais. Je ne sais pas faire ça. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit avant ? Concept, voilà. L'appropriation, ah oui. Alors, il y a quelque chose le jardin planétaire ou comment se réapproprier la nature. Là, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas moi qui ai proposé le terme. Hein. Je ne sais pas qui. Moi non plus. Voilà, personne. Alors, on ne sait pas qui. Parce qu'il n'y a aucune raison. D'abord, on ne peut pas prétendre se approprier tout le non-vivant, le vivant non humain, pardon, en disant, parce que c'est ça la nature. Hein. Oui, alors peut-être il faut quand même reparler du mot nature. Il a été créé par les Grecs anciens pour mettre à part de la superstition que les humains avaient à l'époque, un peu animiste, un peu superstitieux, tout le vivant non humain, pour l'étudier scientifiquement. Ce mot a été créé comme ça, mais ça nous a mis à distance de ces espèces-là, du vivant non humain, ce qui est dommage. Hein. Donc se l'approprier, non. On n'a aucune raison. Y a pas, non. J'ai travaillé il y a 2 jours avec des gens du Larzac. Vous savez qu'eux, ils ont mis la propriété à la poubelle. C'est l'usage de l'espace. C'est très intéressant. Hein. J'ai discuté avec eux. Bon, alors l'usage de l'espace, oui, on y est contraint, si on peut dire. On est même des esclaves de la Terre. Gaspard Koenig, sur cette idée d'appropriation de la nature, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Bonjour, d'abord je suis vraiment très j'ai foncé à Agen en train, pas à cheval, parce que j'étais vraiment très heureux, très ému de pouvoir partager cette conférence avec Gilles Clément qui a jalonné mon parcours depuis presque 25 ans, puisque ma mère m'en parlait quand j'étais ado. Pardon. Ouais, c'est bon, on me le fait aussi maintenant, donc que j'ai découvert son jardin quand j'étais à l'école normale à Lyon. Il est venu à cheval. Que je suis venu à cheval chez lui en Creuse et que ses livres m'ont vraiment inspiré, et notamment cette notion de jardin planétaire. Et ce que je voudrais en dire en lui rendant hommage, c'est qu'effectivement, ça pose quand même une vraie opinion, une vraie ligne de partage dans la question écologique entre les penseurs du réensauvagement, qui considèrent qu'il faut laisser faire, refaire des forêts primaires, laisser les espaces à eux-mêmes. C'est pas complètement incompatible, hein, mais je veux dire sur le plan philosophique, et ceux qui considèrent que l'action de l'homme, aussi minime soit-elle, qui évidemment n'est pas là pour cadrer, mais qui est là pour peut-être guider, pour intervenir, pour prendre plaisir aussi, en tout cas pour se mêler à son environnement naturel, peut être très vertueuse. Et pas seulement qu'elle ne peut être indolore, qu'elle peut être vertueuse. La première chose, c'est comme l'a dit Gilles Clément, de toute façon, il n'y a plus d'espace non humain. L'Amazonie, où se tient la COP aujourd'hui, on s'aperçoit désormais, avec les dernières recherches archéologiques, notamment de Stéphane Rostin, qui a passé un radar qui s'appelle LIDAR sur toute la surface de l'Amazonie, qu'en fait l'Amazonie, c'était hyper peuplé. Il y avait vraiment des dizaines de milliers d'habitants, et qu'aujourd'hui on retrouve dans les essences des arbres en Amazonie la trace des cultures, justement, des jardins, dont parlait Gilles Clément, et que même la couleur de la terre, la fameuse terra nera de l'Amazonie qui est si fertile, vient de la décomposition des poteries, des excréments, du compost qui étaient laissés sur le pourtour des villages. Et que les civilisations qui s'y étaient développées sont beaucoup plus importantes que ce qu'on s'imagine aujourd'hui, qu'elles ont la monumentalité des Incas, qu'on a retrouvé les traces des routes, des terrains surélevés où il y avait les temples. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que, et par ailleurs, on ne se débarrasse pas comme ça des traces anthropiques. C'est-à-dire qu'on a parfois l'idéal de la réversibilité, en disant si on n'était plus là, la nature reprendrait le dessus
et puis notre présence serait désintégrée rapidement. Bon, alors d'abord, notre présence actuelle, certainement pas, parce qu'on y laisse quand même beaucoup de saloperies qui vont mettre énormément de temps à se décomposer. Mais même dans les cultures anciennes, on retrouve aujourd'hui la trace de l'homme. Par exemple, sur les forêts, dans des forêts françaises, quand on fait des coupes de sol, on peut retrouver, avec en fait des colorations de sol qui sont différentes, les traces de la forêt actuelle, donc c'est 2 cm, l'humus c'est 1 cm par siècle, donc ça va pas très vite. Et on retrouve en fait à la verticale la trace du temps avec la forêt actuelle, et puis les traces des champs, et puis la trace de la forêt avant la déforestation du Moyen-Âge, et puis la trace des cultures encore avant, qui étaient donc des cultures des Gaulois. Donc on retrouve 2000 ans d'histoire humaine dans le sol. Ça veut dire que notre histoire et celle de la nature ou du vivant non humain sont de toute façon complètement mêlées. Ça ne sert à rien de projeter une espèce de retour en arrière. Voilà. Et sur la question de la propriété, puisque c'était aussi, je pense, ça la question, je pense que la propriété est un concept qui, dans son acception moderne, est né contre la nature, en fait. Donc il est très lié à la nature. C'est un concept avant tout agraire. John Locke, dans le second traité du gouvernement civil, quand il invente vraiment la notion de propriété moderne, et il le fait d'ailleurs pour d'excellentes raisons, et contre l'Église, en disant « je m'appartiens à moi-même, donc Dieu ne possède pas mon corps ». C'était très moderne à l'époque, c'était très démocratique d'ailleurs comme idée. Et il dit « à quel moment est-ce que je peux me considérer propriétaire de cette pomme que je cueille ? Est-ce que c'est le moment où je la vois, le moment où je l'attrape, le moment où je la cueille, le moment où je l'ingère ?» Et on voit que suivant la réponse qu'on donne à cette question, on a des philosophies politiques en fait assez différentes. Si on dit c'est quand je la vois, c'est peut-être la loi du plus fort, la loi du premier venu. Sa réponse de libéral qui fonde le contrat, qui fonde la valeur travail, c'est quand je la saisis. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un effort. Et en faisant un effort, j'ai mêlé mon corps à la nature. Et j'ai amélioré la nature. Et le même Locke, qui a d'ailleurs écrit des traités d'agronomie pour la Caroline, dont il était administrateur, considère que l'homme peut multiplier par 10 le rendement d'un champ par son action. Et c'est donc par son action, parce que je m'appartiens à moi-même et que ensuite je me projette dans un milieu extérieur, que je le possède, que je me l'approprie et que je le fais mien. Mais mien, ça veut dire beaucoup de choses, parce que dans la propriété, il y a l'usus, il y a le fructus, très bien, mais il y a aussi l'abusus, c'est-à-dire la possibilité de détruire. Et qu'à l'inverse, aujourd'hui, ce qu'on sait du vivant et de la biodiversité nous oblige à remettre en cause cette absoluité de la propriété privée. En répondant à Locke que pour que cette pomme ait poussé, il a fallu qu'il y ait des vers de terre, des pollinisateurs, peut-être des castors pour construire des rivières qui l'ont irrigué, enfin un écosystème avec des milliards d'êtres vivants, pardon. J'en profite pour dire d'ailleurs, je dis des milliards, c'est vraiment des milliards, parce que dans une cuillère de sol, vous avez plus de 10 milliards d'êtres vivants, bactéries, champignons, etc. Donc c'est en fait un univers colossal dont on n'a pas encore vraiment la représentation ni l'idée, parce qu'on connaît entre 1 et 10% des espèces vivant dans le sol, on ne connaît pas encore en fait. Vous parliez du cosmos en introduction, le cosmos on commence à bien le connaître, mais ce qu'on a sous nos pieds on connaît assez mal, et c'est une science, la pédologie, beaucoup plus récente que la cosmologie, puisqu'elle date de la fin du 19e siècle. Tout ça pour dire que maintenant qu'on sait qu'il y a tout ce monde-là, le droit de propriété, dans ses fondements même, il est remis en cause. Et on ne peut pas, et j'y suis attaché, je comprends qu'il y a le côté émancipateur du droit de propriété, mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas l'amender. Alors certains parlent de droit de la nature, moi je parle de devoir de propriété. Peut-être que Gilles, mais je ne sais pas si c'est indiscret, veut raconter justement le panneau qu'il a chez lui pour signaler la propriété privée, parce que ça me semble tout à fait exactement refléter ce que je viens de dire. D'abord, il faut libérer les étudiants, oui, il paraît. On a un panneau avec écrit « Pensez à libérer les étudiants en captivité ». Vous pouvez y aller. Alors, merci. Hein. Bravo. Oui, alors on n'a pas répondu sur la totalité des questions qui étaient posées par les étudiants. Il y avait notamment regarder la nature ou travailler, c'est pas la même chose, mais si, on peut faire les deux. Et on apprend beaucoup simplement en regardant. Tous les jours, il y a des surprises. Qu'est-ce que c'était la question ? Excuse-moi. C'était une question. Ah oui, le panneau. Oui, la propriété.
ça n'existe pas, à mon avis, pas du tout. Bon, sauf d'un point de vue purement administratif. Il a bien fallu que j'achète une parcelle. Ça s'appelle une propriété finalement. Mais je n'ai pas mis de clôture parce que ça n'a pas de sens. Le vent et les oiseaux ne connaissent pas la limite. Ils passent, ils voyagent. C'est pareil aussi pour les graines qui volent. Le voyage des plantes à travers la planète se fait avec les courants de l'air, de l'eau et ainsi de suite. Le brassage planétaire, c'est ça. Et l'installation vient de l'opportunisme, par opportunisme biologique, le fait qu'une plante ou un animal peut vivre là. Moi, en tant qu'animal humain, je me dis, tiens, je peux vivre là. Mais pourquoi je mettrais des clôtures? Je peux aussi aller me sortir du terrain qui, paraît-il, est le mien, et aller ailleurs comme les animaux le font, quoi, comme tout le monde le fait. Enfin, tout le monde. Et donc, je n'ai pas mis de clôture, mais il se trouve qu'il y a des randonneurs qui se perdent, arrivent chez moi, ils ne savent plus où ils sont. Alors, j'ai mis un panneau, vous avez raté le chemin de randonnée. Bon. Et un autre, finalement, alors je l'avais d'abord mis en français, propriété des oiseaux. Parce que bon, je ne suis pas sûr que les oiseaux seraient d'accord avec ça. Parce qu'ils sont n'importe où, partout, puis ils sont migrants, beaucoup, très majoritairement. Enfin, mais bon, je me sens chez eux. Puis finalement, au fur et à mesure, comme chaque fois que je dois refaire la peinture du panneau, il y a des gens différents qui arrivent chez moi, des voyageurs, des amis, etc. Je l'ai mis en italien. Un jour, il y avait des Italiens, alors Proprietà delle Uccelli, ça veut dire la même chose. Et puis maintenant, il est en roumain, c'est plus chic, Proprietate a Passerilor. Voilà. Bon. Je ne sais pas en quoi il sera bientôt, parce que je vais devoir le refaire, la peinture, on verra. Mais pour ceux qui ne sont pas comme vous et qui mettent un enclos, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans l'enclos, il y a une sorte d'affect patriote, un truc qui consiste à dire « ça, c'est mon chêne, c'est à moi, c'est un bon chêne français ». C'est pas par hasard si je parle de la question du chêne, parce que j'ai découvert grâce à vous que le chêne n'était pas spécialement français ni même européen, et qu'il en était de même pour à peu près toutes les espèces, et que la nature, en quelque sorte, était un pied de nez à toute volonté de frontière et à tout affect patriote même. Bien sûr. Alors le chêne, il ne nous appartient pas, même s'il est sur un terrain qu'on estime être le nôtre. Il est là pour un certain temps, puis il ira peut-être ailleurs un autre jour, on ne sait pas quand. Les chênes, en tout cas, il y a 10 000 ans, n'étaient pas là. C'était la dernière glaciation, et ils sont remontés depuis, après la dernière glaciation, petit à petit du sud de la péninsule ibérique, d'un côté, du sud de la péninsule italienne de l'autre. C'est les oiseaux qui ont transporté les glands. Et les perdants, de temps en temps, il y en a qui germent, c'est les geais. On attribue beaucoup ce voyage aux geais. Il y a d'autres animaux qui transportent. Là, chez moi, j'ai un noyer qui s'est installé à un endroit où il n'y a pas de noyer tout près. C'est un galopin, un écureuil qui est venu cacher sa noix. C'est comme ça tout le temps. Ça voyage beaucoup. Il y en a même des graines qui doivent passer dans le tube digestif d'un animal pour pouvoir que soit levée la dormance du noyau, comme le cas des cerises et d'autres. Donc il faut que, entre le moment où l'animal y cueille, si je puis dire, pour manger, et ensuite où il va déposer, élégamment, comme ça, dans la nature, on ne sait pas quel va être le kilomètre, la distance. Donc le voyage est partout et les chênes n'étaient donc pas là. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, ils ne le seront plus, il y aura autre chose, on ne sait pas. Le changement climatique, on est en plein. En ce moment, il y a, avec la Saline Royale, d'Arquessenan, des expérimentations sur les séries floristiques. Ça, c'est des jeunes qui le font, des jeunes jardiniers et paysagistes, sur les plantes qui seraient les plus adaptées au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à vivre avec notre façon stupide d'augmenter ce désastre du changement climatique. Non, il faut en même temps changer de mode de vie, mais on peut aussi imaginer utiliser plus des plantes adaptées, qui sont souples et qui acceptent des difficultés du changement. En vous écoutant, je me suis demandé si vous n'étiez pas un peu anarchiste, et vous m'avez répondu, si j'écoute la définition de l'anarchisme de Gaspard Koenig, je suis totalement anarchiste, dans la mesure où l'anarchisme, c'est accepter les ronces. Est-ce que vous pouvez développer cette idée, Gaspard ?
L'anarchisme et les ronces, oui. Évidemment, moi, je viens du libéralisme, mais en fait, quand le libéralisme rencontre la nature, il se mue assez naturellement en anarchisme, et c'est pas un hasard si les grands penseurs de la philosophie politique écologiste, donc de Thoreau à Élisée Reclus, qui est moi vraiment mon auteur fétiche, et qui justement sur cette question de réappropriation, enfin disons, de rapport de l'homme et de la nature, est absolument fascinant à lire parce que c'est à la fois un vrai écolo avant l'heure et en même temps un homme du progrès, un homme des Lumières, qui accepte l'idée d'une interaction très forte entre l'homme et la nature et qui pense que l'homme, parce qu'il est le seul à être la nature devenue consciente d'elle-même, c'est comme ça qu'il définit l'homme, la nature devenue consciente d'elle-même. Et cette conscience-là lui donne un rôle à part, il n'est pas complètement antispéciste, mais en même temps lui donne une grande responsabilité parce que nous sommes les seuls à avoir la conscience des interactions écosystémiques. Non seulement les vivre, mais pouvoir les conceptualiser et donc pouvoir agir de manière vertueuse. Les animaux, eux, peuvent surexploiter leurs ressources sans aucune culpabilité. Marc-André Solos raconte l'histoire, je ne réponds pas à la question, mais je vais y venir. Marc-André Solos raconte l'histoire des singes macaques à longue queue de l'île de Coram. C'est une petite île, il y a trop de singes, les singes mangent des gros coquillages, des huîtres, et puis comme ils sont trop nombreux, ils ont mangé trop d'huîtres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'assemblent en COP pour se dire que quand même, il faudrait être plus raisonnable parce que sinon, on n'aura plus rien à manger, il faudrait être un peu plus sobre? Pas du tout. Ils inventent de nouveaux outils pour manger les plus petites huîtres. Ce sont des technosolutionnistes. C'est Trump. Trump est un macaque à longue queue. Il dit... On n'a plus de ressources, on va exploiter celles des autres ou faire du drilling. Drill, baby drill, c'est la logique du macaque à longue queue. Et cela se dit, il n'y a pas à en avoir honte. Finalement, c'est ce que l'évolution naturelle nous pousse à faire. C'est une logique biologique. Les chevreuils font pareil dans nos forêts. Nous sommes les seuls à pouvoir comprendre que si on réintroduit le loup dans le parc du Yellowstone, il va manger les cervidés, que comme il y aura moins de cervidés, il y aura plus de jeunes pousses, comme il y aura plus de jeunes pousses, il y aura plus d'arbres, donc il y aura plus de castors qui vont pouvoir construire des barrages, et grâce à ces barrages, les poissons vont revenir. C'est quand même génial. Et donc, Reclus, il a cette foi dans la nature humaine qui est sympathique justement pour un écologiste. Et on va jusqu'à, puisque je partais sur les philosophes anarchistes, jusqu'à Murray Bookchin, avec toujours cette idée qu'en fait les écosystèmes humains devraient être institutionnalisés de manière à fonctionner en miroir des écosystèmes naturels, c'est-à-dire avec beaucoup d'interdépendance et des décisions qui, quelque part, dans un écosystème naturel aussi, relèvent d'une forme de consensus. Et peu à peu s'approprient les éléments étrangers, les font siens, et puis évoluent comme ça. Et s'agissant de... Donc voilà, donc c'est pas un hasard si cette pensée écologique est ancrée dans l'anarchisme, et l'anarchisme, ça veut juste dire... c'est un peu un idéal, je ne sais pas si on l'atteindra un jour, mais en tant qu'idéal, il est relativement irréfutable. Ça veut dire que à un niveau, d'abord au niveau local, les communautés humaines décident de leur destin sans autorité supérieure, ensemble. Et donc pas à la majorité des voix. La majorité est déjà, dans cette conception-là, une violence qui va opposer deux groupes, les majoritaires et les minoritaires. Le consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, ça veut dire que personne n'est suffisamment en désaccord pour pouvoir bloquer le processus qui a été décidé. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de police pour faire respecter la loi, puisque tout le monde se l'est approprié. Et ça paraît fantaisiste, mais en même temps, si on lit Elinor Ostrom, qui est prix Nobel d'économie en 2009, première femme qui écrit sur les communs, c'est une gestion anarchiste des ressources rares, on s'aperçoit que pendant des milliers d'années, les huertas espagnols ont fonctionné exactement selon ce principe-là, qui est un principe très discipliné, parce qu'après, les règles que la communauté a fait émerger, on les applique de manière très stricte. Ce n'est pas du tout quelque chose de laxiste. Et quand on lit Graeber et Wengrow, qui sont deux anthropologues, on refait un peu l'histoire du monde dans un livre magnifique qui s'appelle Au commencement était, eux, ils montrent que même dans les grandes villes ukrainiennes, il y a 2 ou 3 000 ans avant Jésus-Christ, ont fonctionné sans autorité centrale, chaque quartier s'auto-administrant. Ensuite, il y avait des assemblées gérant les différents représentants des différents quartiers. Et donc tout ça prend du temps, c'est des processus longs, mais comme l'évolution naturelle, en fait, qui marche par adaptation. Et donc c'est vrai que de toute façon l'écologie nous ouvre à la philosophie politique, quoi. C'est assez difficile
de s'en tenir à la nature, entre guillemets, quand on s'intéresse à ces sujets. Gilles Clément ? Oui, je trouve que le mot anarchie, pourquoi pas, c'est un peu péjoratif, quoi. Alors que c'est plutôt quelque chose qui consiste, d'après d'ailleurs ce que tu viens de décrire, à comprendre localement ce qui se passe. Et c'est à partir d'avoir compris ce qui se passe là que l'on prend la décision. Un ordre qui est donné à une échelle européenne pour la politique agricole commune, de faire tout de la même façon sur la totalité des biotopes, c'est stupide. Ça, c'est stupide. Donc dire qu'on va faire autrement, on va juste essayer de comprendre ce qui se passe là, ça devient anarchiste. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est plutôt intelligent. C'est toute l'idée des biorégions aujourd'hui, qui est un concept qui vient des États-Unis, qui dit qu'il faudrait en fait redécouper les territoires en fonction, non pas on a découpé nos départements en France à la serre pour que justement, comme il n'y a aucune logique dans le découpage, la seule logique qui les tient en tant que département, c'est le pouvoir central. D'ailleurs, quand j'ai fait cette promenade à cheval, je me suis aperçu que quand je demandais aux gens où suis-je, on ne me répondait jamais par le nom du département. On me répondait par le nom de la vieille région d'Ancien Régime. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que c'est joli l'Ancien Régime, c'est parce que ces régions-là étaient apparues spontanément dans le langage vernaculaire, et elles étaient apparues spontanément parce qu'elles correspondaient à une forme de cohérence culturelle, agronomique, géologique et hydrologique. Et c'est cette idée-là, c'est l'idée de redécouper. Donc les biorégions, ça serait ça, c'est redécouper le territoire en fonction des cohérences écosystémiques, quoi, au sens un peu large. C'est pas forcément c'est pas forcément facile, mais enfin c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est qu'en fait, une fois que les gens peuvent s'approprier démocratiquement un territoire qui a une cohérence, alors, comme le disait Gilles, en fait, logiquement, ils vont en prendre soin. Parce qu'à partir du moment où ils ont le pouvoir sur ce territoire, où ils peuvent le réguler et où ils peuvent se l'approprier, où il a un sens d'un point de vue biologique, à ce moment-là, il ne faut pas attendre que les gens soient écolos pour qu'ils prennent soin du territoire, c'est l'inverse. Il faut leur donner le pouvoir de prendre soin. Et quand on prend soin de ce qu'on a autour de chez soi, quand on comprend qu'on boit l'eau qui tombe sur telle aire de captage, on va dire, attendez, c'est moi qui bois cette eau-là, c'est nous qui la traitons, mais on ne va peut-être pas dépenser 10 millions d'euros pour construire une usine de dépollution. Donc on va juste demander à l'agriculteur de ne plus mettre de produits sur ses champs au niveau de l'aire de captage. Comme ça, on n'aura plus qu'à mettre du chlore, parce que l'eau arrivera relativement saine. Je dis relativement, parce que de toute façon, maintenant, elle est pleine de PFAS et de microplastiques, même sur les grands plateaux du Tibet. Mais voilà, bon, tout est relatif. En tout cas, ça permet, pareil, sur les phytos. Aujourd'hui, finalement, si mon voisin met des phytos, ce n'est pas mon problème. Moi, je peux aller me fournir à la Biocoop. Si demain, je mange ce qui est produit sur mon territoire, ça devient mon problème. Et je peux ensuite faire partie d'instances qui vont délibérer autour de ce problème. Là, vous évoquez un rapport assez intuitif au vivant. Et dans un tel contexte, est-ce que ça a du sens de donner des droits aux fleuves, à l'arbre, etc. Alors, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui peut être fait en faveur de l'environnement est bon à prendre. Donc si quelqu'un donne des droits aux fleuves et que ça permet de moins le polluer, politiquement, je dirais très bien. Mais philosophiquement, je suis assez hostile à cette idée pour deux raisons. La première, c'est que ces droits, notion de droit, ce que je dis sur votre propriété, ont été construits contre la nature et que je trouve un peu paradoxal de les lui attribuer aujourd'hui. Et que surtout, deuxièmement, ça suppose quand même une conception assez fixiste de ce qu'est la nature. Si on dit je donne des droits aux fleuves, mais quel fleuve ? C'est quoi on ne va pas redevenir animiste non plus. Donc, c'est quoi un fleuve ? C'est des gouttes d'eau qui ont trouvé leur chemin par gravité. Il n'a pas toujours eu cette forme-là. Il évolue, il méandre. Donc, on ne peut pas dire je donne des droits à ce fleuve, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je donne des droits à la Seine, comme la mairie de Paris voudrait le faire, il faudrait dire, mais attendez, la Seine, elle n'a pas toujours eu des berges, hein, le long de Paris, il faut lui redonner sa plaine alluviale, donc il faut engloutir Paris. Et donc je me méfie et je préfère à la notion de droit de la nature, que je trouve séduisante, mais d'abord sans doute pas très opérationnelle, très bureaucratique, et sur le fond un peu presque réactionnaire, je dirais. C'est-à-dire on donne des droits à des choses qui sont censées perdurer dans leur être pour toujours sous la même forme. Je préfère la notion de devoir de propriété, c'est-à-dire que l'homme est qu'avec le droit de propriété, on adjoigne des devoirs, y compris de maintien des écosystèmes,
me semble permettre justement une interaction plus fructueuse entre l'homme et les éléments et le milieu qui l'entoure, plus au fond fidèle à l'idée du jardin planétaire que de dire bon, tel animal, tel fleuve, telle forêt a un droit et je ne peux rien y toucher. Non, y toucher peut aussi être vecteur d'amélioration au nom même des critères de l'évolution naturelle que sont la quantité et la diversité de la vie. Gilles Clément, quand on a discuté pour préparer cette rencontre, je vous ai demandé, est-ce qu'il faut respecter le vivant? On entend beaucoup respecter les plantes, respecter le vivant. Et vous m'avez répondu, moi, c'est pas forcément ça. Moi, d'abord, je le connais, je vois comment il fonctionne, mais le respect n'est pas forcément ce qui définit votre rapport quotidien avec les plantes qui vous entourent. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? J'ai dit ça? Oui. Oui, vous m'avez répondu que oui, vous m'avez dit ça. Ah bon? En fait, la question, c'est quel est votre rapport au quotidien avec les plantes que vous côtoyez, presque comme des c'est une amis. situation d'immersion que j'aime beaucoup, qui m'équilibre. Je pense que nous tous, êtres vivants, là je mets le monde des végétaux et celui des animaux ensemble, on a besoin l'un de l'autre en permanence, quoi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu raconter là. C'est pas grave. Parce que en principe, je respecte justement. Mais il y a des moments où j'interviens en arrachant des choses. J'appelle ça le jardinage par soustraction, parce qu'il y a trop d'une espèce que j'aime bien, mais elle est trop mal placée, et elle va surtout gêner une autre qui, elle, est un petit peu moins dynamique et importante quand même. Je veux garder la diversité, donc je vais en enlever là, de celle-ci. Donc malgré tout, j'en fais de ce nettoyage, entre guillemets. En fait, ce que j'ai ressenti en vous écoutant, c'est que ça allait au-delà du respect, qui est un concept un peu abstrait, un peu anthropomorphisé. Et je me permets de projeter un peu vos créations, si je puis dire, pour que les gens puissent voir ce que vous faites. Vous avez inventé un autre concept, en plus du concept de jardin planétaire. C'est le jardin en mouvement, donc un jardin jamais statique. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le domaine du Railleul qui se situe en... Alors, je veux bien vous entendre sur où est-ce que c'est exactement? Au pied du massif des Morts, près de Cavalère, entre Bormes-les-Orgues et Cavalère. Mais ça, c'est un jardin qui est géré comme un jardin en mouvement, mais c'est surtout un jardin qui se réfère justement à la vision du jardin planétaire. Ce sont sur 5 hectares, des sortes de clairières. Il y en a 6-7 qui évoquent des pays du monde entier dans lesquels il y a un climat méditerranéen. C'est la Californie, c'est le Chili central, c'est l'Afrique du Sud, c'est le sud de l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande et un peu de Chine aussi. Et voilà, donc ça fait des... Mais chacun de ces paysages-là, c'est un peu une collection de paysages, a une particularité avec des plantes endémiques. Alors aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose d'un petit peu plus précis parce que c'est un parc public. Hein, et la seule plainte qu'on a, c'est « Ah, mais les plantes n'ont pas leur nom. Il faudrait des étiquettes. » Mais si on met des étiquettes partout, ça va être un jardin d'étiquettes. Ce sera plus... et ça, c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'espèces différentes. Hein. Et donc, ça ne va pas. Et là, auprès d'un petit bâtiment qu'on appelle le Bastidon, on est en train d'installer quelque chose avec des plantes emblématiques de chacun de ces paysages créés, avec leur nom écrit, tout bien comme il faut. Mais c'est très intéressant de voir qu'elles arrivent à vivre bien dans le climat de notre Méditerranée. Il y a des évolutions en permanence. C'est pour ça que, on peut dire qu'il y a une gestion en jardin en mouvement, mais les jardiniers qui s'en occupent ont tout compris. Hein. C'est eux qui décident. On fait des comités techniques 2 fois par an. J'y vais bientôt, là. Et on rediscute. Mais moi, je les écoute avant de nous dire qu'est-ce que je vais leur proposer. C'est eux qui me proposent, en fait. Et donc, on évolue comme ça. Ça marche très, très bien. Quand on voit ça, ça fait rêver. On se dit que vous êtes un peu un artiste. Vous avez tous les deux un jardin, vous en Normandie et vous dans la Creuse. Est-ce que vous avez l'impression d'être les auteurs? Là, on fait un peu d'esthétique. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être les auteurs de votre jardin? Pas forcément. Alors
Moi, d'abord, vu la tête de mon jardin, je préfère m'en distancier un peu. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais c'est normal. Mais la nature me pardonne. Tous les ans, j'ai le droit à un nouvel essai sur une nouvelle page blanche. Je trouve que se représenter le jardin comme un tableau ou comme un dessin, ce que l'homme façonnerait, c'est la vision. C'est la vision. Alors, je sais que c'est un peu caricatural de dire ça, mais enfin, c'est quand même vrai. C'est la vision italienne et française du jardin à la française, quoi, du jardin orthogonal. Quand j'avais fait mes recherches justement sur le rapport des philosophes au sol et au jardin, je m'étais aperçu que, évidemment, qui aime le jardin à la française, qui est assez taré parmi les philosophes pour aimer le jardin à la française, c'est Hegel, comme d'habitude. Philosophe du pouvoir, de l'État, de la centralisation, et donc lui il dit c'est magnifique, et du coup il met l'art des jardins. Donc il dit je me sens tellement bien dans un jardin à la française, c'est vous dire jusqu'où il pousse le vice. Alors que Saint-Simon avait déjà dit, simple de point de vue purement émotionnel, en parcourant les jardins de Versailles, il a dit c'est l'horreur, il n'y a pas d'ombre. Il a complètement raison, les jardins français sont des jardins sans ombre, du coup c'est pas des jardins où on se promène, c'est des jardins qu'on regarde. Et c'est pas un hasard si Hegel met le jardin à la française le classe parmi les arts de l'architecture. Et en revanche, la référence que j'essaye moi d'utiliser et qui m'a davantage rappelé le jardin en mouvement de Gilles Clément, c'est le jardin grec. Et le jardin grec, c'est le jardin du Phèdre de Platon. Et le Phèdre de Platon, c'est un dialogue où en fait deux amis avec une relation amoureuse complexe, une espèce de trio parce qu'il y en a un autre, se baladent et cherchent un lieu pour philosopher. Et est-ce que là on serait bien Socrate? Est-ce que là, non, là il fait trop chaud, là je vais m'endormir, je vais faire une sieste, là il y a trop de gens, etc. Puis à la fin ils trouvent un coin qui est bien et où il y a une petite statuaire. Et donc c'est un coin dont on sent qu'il est naturel, mais qu'il a été un peu aménagé par petites touches par l'homme. Je me dis, voilà, le jardin à la grecque, ça doit être ça, c'est-à-dire c'est un jardin paresseux dans lequel on intervient par suggestion et qui est conçu pour le plaisir de celui qui s'y promène, le plaisir réel, c'est le plaisir d'être dedans, le plaisir de pouvoir sensuellement s'y attarder, y faire la sieste. C'est pas juste quelque chose qui est joli à voir, c'est quelque chose qu'on peut ressentir par tous ses sens, par l'ensemble de ses sens, et dans lequel on peut rester. Et qui va en plus évoluer, c'est-à-dire qu'il ne va jamais vous ennuyer. Parce qu'en fait, quand on commence à connaître un terrain ou les plantes, on s'aperçoit qu'on voyage sur place. Parce qu'à chaque jour, quasiment, il y a une nouveauté. Donc on n'a plus besoin d'aller très loin. Mais pour ça, encore faut-il la laisser advenir, cette nouveauté, ne pas la couper à la racine. Gilles Clément, vous parlez de co-signature pour souligner que c'est une association permanente entre vous et les plantes, et pas vous, maître et souverain de ce que vous faites. Enfin, une co-signature, pas seulement entre moi et les plantes, mais ceux qui interviennent aussi, qui ne sont pas forcément les concepteurs du jardin. Il y a les jardiniers. Donc tout ça joue énormément. Puis il y a les oiseaux, il y a les taupes. Vous imaginez une taupinière, la terre remuée qui vient du sol. Alors vous donnez peut-être un coup de pied dedans, d'accord, parce que c'est pas très joli esthétiquement. Ouais. Mais après, plein de choses germent là. Il y a des graines qui sont arrivées, qui ont vu leur lever de dormance par le fait qu'il y a de la pluie et du soleil. Mais vous ne les connaissiez pas, ces plantes-là. C'était des plantes à cycle court, en général, qu'on trouvait autrefois dans des sols agricoles remués. Mais aujourd'hui, les terres agricoles sont mortes. Donc ces plantes-là, les nielles, les nigelles et d'autres, quelquefois les pavots aussi, on ne les retrouve plus dans les terres agricoles, on les trouve sur les anciennes taupinières. Les taupes, merci la taupe. Elle nous fait un jardin. Alors ça, c'est co-signataire. Donc, quand il y a eu à Lausanne une expo sur mon travail, ils m'ont demandé de faire un jardin dans Lausanne Jardin, absolument pour leur manifestation annuelle. Bon, d'accord. Le thème, c'était la terre. Je dis, ouais, c'est très bien, je vous fais un jardin de taupes. Mais on dit, on en a déjà. Puis ils ont insisté, ça m'a embêté quand même. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, j'ai proposé un cadran solaire. Oui. J'ai proposé un cadran solaire parce que quand j'avais encore des clients privés, c'est un des derniers,
J'arrive chez lui, il avait ouvert la fenêtre au rez-de-chaussée, il avait son fusil. Mais pourquoi? Ah, mais la taupe, elle arrive à 7h le matin, à midi, à 5h l'après-midi. Je ne savais pas, moi. Et il avait raison. Il était presque midi et tchoum, tchoum, tchoum. Et là, il tire le coup de feu dans la pièce et tout. Ah, je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas jardiner comme ça. Et j'ai rien inventé, hein, j'ai vécu ça. Et bon, j'ai abandonné après les clients privés. Bon, j'ai fait des espaces publics différents. Mais en tout cas, ils n'ont pas voulu de mon histoire de fusil et de taupe, mais le cadran solaire avec les 3 horaires, oui, on l'a monté. Pour expliquer, pas à la taupe, elle s'en fout, mais aux visiteurs, qu'est-ce que c'est que les horaires en question. Alors, c'était pas ça que je voulais dire, moi. Oui, Versailles, c'est un tableau, celui qui reflète la puissance. Il faut que la perspective aille jusque l'horizon, c'est le pouvoir. Ok, ça ne doit pas bouger. Il faut tout retailler de la même façon. Ils avaient de la main-d'œuvre à l'époque. Hein. Mais ils avaient un contrepoint dont on ne parle pas beaucoup. Dans les bois, ils allaient s'amuser. Ah bah oui, avec leurs perruques et tout, je ne dis pas. Non, mais on raconte, il y a des textes qui le disent. Hein. Donc ils avaient heureusement qu'ils avaient ça, parce que les pauvres, hein, ça ne devait pas être rigolo. Et là, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, non, c'est bon, ça suffit. Je peux continuer, parce que sur la question esthétique, est-ce qu'il faut que vous posiez en fait, et est-ce qu'il faut détruire la taupinière par exemple? Alors que si j'ai bien compris, vraiment la taupinière, il n'y a absolument rien de problématique avec une taupinière, si ce n'est l'aspect visuel. Ça en dérange certains, mais sinon, la taupe, elle fait de mal à personne. Ça fait plutôt un bon travail pour remuer la terre. Et en fait, cette question esthétique, elle est constamment présente. Est-ce qu'il faut, par exemple, laisser pousser les herbes? Est-ce qu'il faut arrêter de tondre et laisser pousser quand on a un jardin, et puis éventuellement faire une fauche annuelle pour éviter que ça s'enronce si on n'aime pas les ronces? Mais je n'ai pas répondu à cette question, mais les ronces sont effectivement une belle métaphore de l'anarchie, puisque d'une part, elles sont constituées en ordre spontané, et que d'autre part, elles ont un vrai rôle dans l'écosystème, puisque c'est grâce à elles que les arbres pionniers peuvent naître, puisqu'elles les protègent des herbivores. Elles ne sont pas si bêtes. Mais mettons qu'on ne veut pas de ronces, on fait une fauche annuelle. Mais donc on laisse pousser l'herbe. Et en fait, il y a des gens qui disent que ça ne fait pas propre. Et vous avez exactement la même expression qui revient sur les champs agricoles. Voilà, ça, c'est un champ propre. Quand vous regardez les riches du duc de Berry, les gravures qui enrichissent le livre vous montrent un champ de blé cultivé. On est avant la mécanisation, donc il est cultivé forcément en bio, si vous voulez. Et ben dans ce champ, il y a des bleuets, des coquelicots, peut-être un peu de doche. Et on voit bien que le peintre les a détaillés parce qu'il trouve ça beau. En fait, il trouve que ce mélange de couleurs est beaucoup plus joli à l'œil que le monochrome. Et cette esthétique agricole du monochrome correspond aussi au XXe siècle. Au XXe siècle, les grands peintres, c'est Klein, Delaunay, Roscoe, et un champ de blé jaune avec un ciel bleu, c'est un tableau de Roscoe. C'est-à-dire tout est orthogonal. Et donc c'est propre, c'est clair. Et ça veut dire que pour avancer dans la question écologique, j'espère que ça ne fait pas trop bobo de dire ça, mais je pense vraiment que le changement de regard, le changement d'esthétique est absolument primordial. Et là où les agriculteurs et les jardiniers du dimanche qui laissent pousser l'herbe ont un vrai problème, c'est que quand on travaille la terre, on est immédiatement exposé au regard des autres. Moi, quand j'écris mon texte devant mon ordinateur, je suis tout seul. Il y a Microsoft qui m'espionne à cause de ces horribles IA. Mais bon, normalement, je suis tout seul devant mon ordinateur. Je fais ce que je veux, je peux faire les erreurs que je veux, je peux faire des passages complètement nuls que je vais effacer après. Et ça ne prête pas à conséquence. Quand vous êtes agriculteur ou vous jardinez et que votre terrain jouxte celui du voisin, vous êtes constamment regardé par les autres. Et donc, il faut une volonté de faire, vraiment, et une personnalité hors du commun pour assumer de faire un champ pas propre. Et probablement que notre regard va changer et qu'on va s'apercevoir qu'effectivement, quelque chose où il y a plus de variété, plus de diversité, plus de couleurs, c'est quelque chose qui est non seulement plus vertueux, qui n'est pas moins productif, on pourra en reparler, mais qui est aussi plus beau.
Gilles Clément, ce chant tout jaune, tout parfait, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vient d'être dit. Hein. Ça peut être perçu comme quelque chose de parfait pour des impressionnistes, mais qui serait quand même un peu déçu qu'il n'y ait pas d'autres couleurs dans ce chant. Il n'y a pas que du jaune, hein. Il y a un petit peu autre chose. Mais dans le pays où j'habite, la Creuse, il y a... Pardon, excusez-moi. J'ai un plumat dans la gorge. Il y avait des peintres, et ça s'appelle d'ailleurs la vallée des peintres, là où je suis, qui venaient parce que sur les coteaux, qui étaient très en pente, ils étaient encore pâturés, même par des vaches, des moutons, des chèvres. Moi, j'ai accompagné des paysans à cette époque-là. Puis ça s'est arrêté, tout ça, avec le remembrement, et surtout avec les machines. Un tracteur dans les pentes, la poutre, il tombe à l'eau. Hein. Ça ne marche pas. Mais ils venaient peindre. Les artistes venaient peindre les bruyères. Il y en avait partout. C'est très, très beau. Et les fougères à l'automne. Donc, pas de vert, pas la couleur verte. Ils préféraient d'autres couleurs. Et aujourd'hui, ces lieux en pente sont devenus des forêts. Parce que les tas d'arbres qui sont poussés... il n'y a plus de pâture, les herbivores ils viennent manger les jeunes arbres, ils ne mangent pas la bruyère. Donc pour arriver à trouver encore des tableaux, l'équivalent d'un tableau dans ces paysages de la Creuse, il y a des gens qui l'entretiennent, là c'est complètement artificiel, c'est plus des vaches, c'est des gens qui viennent faucher pour garder les bruyères, pourquoi pas. La fauche à la main. Alors j'essaye. Alors, ouais. Je vais vous raconter cette expérience. Alors, douloureuse. Je fais faire des ateliers sur des parcelles que j'ai, mais dont je suis, paraît-il, propriétaire, je ne sais pas. Et puis, on en fait sur d'autres dans le coin, avec des gens qui savent vraiment faucher, avec du matériel qui arrive justement de Roumanie, d'ailleurs, parce qu'ils continuent à faire ça, ils ont beaucoup de pentes. Et ça donne un paysage un peu particulier, c'est des meules, parce qu'on est obligé, alors bon, ça va plus vite que le rotophile, ça ne fait pas de bruit, ça ne tue pas les insectes, ça a beaucoup de qualité. Mais il faut après ratisser et faire la meule, savoir le faire. Et cette année, enfin depuis le printemps, il y a quelqu'un qui est venu mettre des jeunes plants dans une meule d'avant qui avait un peu... s'était effondrée, avait créé un petit humus, et on a eu un été de sécheresse terrible. Et les jeunes plants de courge n'ont absolument jamais été arrosés, ils ont poussé comme... C'est fou, mais fou. C'était le seul endroit où on n'est jamais arrivé avec un arrosoir, hein, pas de problème. Ça poussait, ça continue à pousser. Donc finalement, on a fait d'autres meules et on est en train de créer un paysage de meules à courge. Ça, c'est nouveau. Et ça coûte rien, parce qu'on laisse faire globalement tout, sauf l'histoire de la fabrication de la meule. On ne dépense pas d'eau, on récolte. Incroyable. Je voudrais quand même revenir sur la fauche manuelle, dont je comprends les vertus, mais dont j'aimerais juste préciser à l'attention du public pour qu'il n'y ait pas de blessés, les inconvénients. Donc, moi, je m'étais dit, je vais faucher à la main, comme dans Tolstoï, quand Lévin fauche son champ lui-même avec tous ses paysans, et là, il a une espèce d'épiphanie, de fraternisation, et puis il y a dans le geste quelque chose d'hypnotique, de méditatif. Je me suis dit, formidable. Donc, j'ai acheté une faux. En fait, ce que j'ai compris, et ça nous dit un peu des choses du commerce aujourd'hui, c'est qu'on fait encore des faux dans le commerce qu'on peut acheter. Mais en vérité, ce sont des jouets. C'est-à-dire que les gens vont faucher une fois, ils vont trouver ça nul, ils vont l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et j'ai été apprendre ça chez un paysan d'à côté qui, lui, m'a montré vraiment comment il fallait faire, pour faucher, il faut non seulement aiguiser la faux, d'accord, mais il faut la battre. Et pour la battre, il faut un tout petit instrument, qui est une enclume, à battre la faux. Et alors là, personne n'en vend. Donc vous allez dans le magasin, vous prenez la faux, mais en fait, votre faux, elle est inutilisable au bout de 2 fauches. Parce que vous ne l'avez pas battue et vous ne pourrez pas la battre. Donc il faut aller sur Le Bon Coin, trouver des vieilles enclumes que j'ai fait. Hein. Et après, effectivement, c'est tout un art. Et d'ailleurs, c'est assez joli parce qu'en bas, ça fait des sons. Enfin, on a l'impression de jouer d'un instrument de musique parce que, évidemment, suivant la partie de l'enclume où on est, ça fait toute la gamme. Mais enfin, j'en tire quand même une conclusion sur le cynisme des magasins de
d'outillage agricole qui vendent les faux bobos, mais qui sont en fait totalement inutilisables. Et effectivement, ça s'apprend, oui, ou ça se réapprend. Dernier sujet très concret, très jardinage. J'aimerais un peu qu'on parle de la berce du Caucase. Je vais mettre sa tête. Alors ça, c'est un ver de terre. Voilà, c'est ça, la berce du Caucase. Pourquoi ? Parce que c'est une plante dont vous parlez avec beaucoup de poésie. C'est passionnant quand vous en parlez, Gilles Clément. Moi, j'ai tapé sur Internet berce du Caucase, pas sur ChatGPT, sur Internet et sur Google. Je ne sais pas si c'est mieux, mais... Et j'ai découvert plein d'articles horribles où il y avait cette plante est une horreur, méfiez-vous, vous allez être couvert de pustules, il faut absolument l'éradiquer sur le champ. Et j'ai été très saisie par l'écart entre votre façon d'en parler un peu comme une vieille amie et tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet qui disait qu'il fallait la tuer, l'exterminer sur le champ. Comment vous expliquez cet écart entre les deux ? Je lui dois beaucoup à la berce, je lui dois même la notion de jardin en mouvement. La berce du Caucase s'appelle Heracleum montegazzianum, a été découverte par une équipe, alors c'était au XIXe siècle, de botanistes de l'époque, dont Mantegazza, qui est un Italien. Ils sont revenus en Italie et en France. Elle s'est multipliée dans certains jardins botaniques en Angleterre, aussi autour de Genève. Et puis après, ça s'est multiplié partout, parce que par opportunisme biologique, toutes les plantes voyagent, je disais, elle s'est installée là où c'est bien pour elle. Il faut un sol humide, un peu de nourriture quand même, mais il faut de l'humidité. Mais elle n'est pas partout. Là, dans l'Indre, elle est le long de la Théole, sur les rives. Elle est dans des endroits où il y a suffisamment d'eau. Cette plante-là est une thérophyte, c'est-à-dire une plante à cycle court. Elle meurt après avoir fait les graines. Donc elle se déplace. Les graines s'en vont, transportées par un animal ou par nous sans nous en rendre compte. Elles vont aller germer ailleurs, mais l'année suivante. Mais bon, elle monte à 3 mètres de haut, quoi. Elle fait une ombelle, la photo ne le montre pas vraiment, mais elle en monte des petites ombelles, mais elle a des ombelles beaucoup plus grandes, beaucoup plus plates, et c'est gigantesque, ça attire beaucoup d'insectes, c'est très beau. Et elle masque la perspective qu'on avait une année. Elle déplace, elle ouvre cette perspective, voilà, parce que quand elle disparaît, mais elle crée un autre blocage ailleurs. Donc l'architecture même du jardin change d'une année sur l'autre. Si on veut garder la diversité de toutes les plantes qui voyagent comme celle-ci, c'est-à-dire des plantes à cycle court, il y en a plein, eh ben, on a un jardin en mouvement. Après, on intervient bien sûr pour réguler, parce que quelquefois il y en a trop, pour éviter qu'elle se multiplie trop, parce qu'elle prend beaucoup de place quand même. Je coupe la hampe au moment où les graines vont commencer à se former, et du coup elle n'a plus de graines. Mais elle se dit, j'ai pas fait mon boulot. Elle ne se reproduit pas. Elle repousse, elle devient une plante vivace. Ah bon ? Ouais. Et après, au bout de quelques années, elle n'est pas faite pour ça. Elle se fatigue, elle disparaît. Je dis non, ça ne va pas. Alors bon, je la laisse repousser. Donc c'est un jardinage complètement particulier où de temps en temps, on laisse regrainer complètement. La photosensibilité, oui. S'il fait trop chaud quand on s'approche de cette plante, au mois de juin, juillet, on transpire parce qu'il fait chaud, nana. Et à ce moment-là, si on la touche, la sève qui vient sur votre peau vous crée des brûlures, mais des brûlures. Moi, je me suis fait brûler tout un bras comme ça, mais sérieux, quoi. Donc je connais, je suis d'accord. Mais ça va, quoi, c'est pas grave. Ça, au bout de 2 mois, vous allez mieux. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que ça prend du temps, que vous les apprivoisez et que c'est parfois fastidieux. J'ai une autre question pour vous, Gaspard Koenig. Justement, sur cette question de l'humilité. Vous avez écrit sur l'humus qui a donné le mot humilité. C'est un discours qu'on retrouve dans les personnages de votre roman, de votre essai. Le personnage d'Arthur dit « Ce qui fait notre humanité, ce n'est pas la température, c'est le sol. Imaginez un été où les céréales refusent de pousser. Les Romains le savaient bien. Homo vient d'humus. Homo vit d'humus.
puis homo a détruit humus, et sans humus, pas d'homo, simple. Revenir à la terre, est-ce que c'est apprendre collectivement à être un peu plus humble ? Déjà, si on parle de l'humus, c'est juste apprendre à le regarder. Ce que moi, j'ai pas fait pendant très longtemps. Enfin, il a fallu effectivement ce livre pour que je mette le nez dedans. Et ce qu'on découvre est tout à fait fascinant, puisque d'abord, comme je le disais rapidement, la science du sol est très récente. Le premier philosophe qui parle d'humus, c'est Élisée Reclus. Le premier scientifique qui comprend le rôle des vers de terre, c'est Darwin. On est à la fin du 19e siècle, et Darwin comprend que le ver de terre est le laboureur de la terre, et il en fait l'espèce la plus importante dans l'évolution naturelle. Et Darwin, d'ailleurs, va regarder les terricules. Il dit pourquoi. Il va sur toutes les ruines romaines en se demandant pourquoi est-ce que les ruines sont sous terre. Et donc les ruines ne sont pas sous terre parce qu'elles sont enfoncées. Alors certes, l'air a apporté un peu de la poussière, mais elles sont surtout sous terre parce que les vers de terre, en faisant tous leurs petits turicules, les ont recouvertes. Et Darwin se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris ça avant ? Et il dit, mais c'est parce que finalement l'humanité déteste cette idée que des milliards de petites actions produisent un effet macroscopique important. L'humanité préfère le fiat, préfère la personne qui décide, la volonté qui s'impose. Et l'idée que c'est toutes ces espèces de petites créatures vibrionnantes qui finissent par créer le sol, c'est quelque chose qui nous rend inconfortables. Mais il y a une deuxième, presque je dirais, couche d'analyse sur le sol, c'est que ce qui est fascinant dans le sol, c'est qu'en fait, le sol, c'est la mort. Donc le sol, c'est de la mort, en fait, c'est de la nécromasse. Et sa seule fonction, c'est de recycler les cadavres. Les cadavres des végétaux, essentiellement, et à 99%, et aussi des animaux qui se jonchent le sol, sont retraités par une population qui est un estomac. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'un seul microbiome universel, c'est que vous avez les mêmes bactéries dans le sol que dans notre estomac. Donc c'est un phénomène de digestion, le sol, en permanence. Et Élisée Reclus comprend ça parce qu'il dit le sol, c'est ce qui permet la succession des générations. Ce qui veut dire, c'est que sans sol, en fait, il n'y aurait pas de renouvellement des espèces parce qu'il n'y aurait plus de temporalité sur Terre. Si, expérience de pensée, il n'y avait plus de sol, les cadavres s'empileraient jusqu'à boucher l'horizon au bout de quelques générations. Le sol, c'est en fait ce qui défait le grand Lego de la vie carbonée à chaque fois et qui le redécompose en petits éléments qui peuvent repartir ensuite dans la chaîne trophique. J'en parlais avec une glaciologue qui m'expliquait que quand ils allaient voir les manchots au pôle, ils s'apercevaient qu'au moment du dégel, quand ils marchent sur ce qui était la glace, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils marchent sur 3 mètres de cadavres de manchots non décomposés, dont on voit encore la tête, les plumes, la queue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sol pour les décomposer. Et donc ça s'accumule, ça forme une couche. Donc en décomposant l'ancien, le sol permet de construire le nouveau et à l'évolution naturelle de créer des formes nouvelles. Et donc évidemment, ça nous rend à une certaine humilité, parce que, et c'est pour ça, je pense, que les philosophes en ont si peu parlé. C'est pour ça que Sartre décrit l'expérience de l'angoisse en regardant une racine de marronnier. C'est que évidemment, il nous rend à notre finitude. Et je pense qu'il y a une manière positive en fait de regarder la racine de marronnier et de dépasser un peu l'angoisse existentielle. Je pense que si Sartre avait été agronome et avait compris que la racine de marronnier, c'est pas juste une sorte de chose inerte dans la terre, mais c'est quelque chose qui vraiment tire les sucs, les nutriments de la terre et les envoie dans l'arbre et fait passer l'eau et dans les deux sens, il se serait dit, mais finalement, c'est là que ma vie prend un sens, parce que ma mort prend un sens aussi, parce qu'elle est retraitée par le sol et qu'elle va permettre à d'autres formes d'advenir. D'où les débats qu'on a aujourd'hui sur la légalisation, c'est illégal comme tout en France, de l'humusation, qui est une sorte de tierce technique funéraire qui est déjà expérimentée, qui est déjà légale aux États-Unis, expérimentée en Belgique, et qui permettrait de décomposer le corps humain sous de la matière organique, donc de le composter et donc de le rendre à la vie sans intermédiaire, en fait, aussi vite que possible. Donc voilà, le sol, il a vraiment une fonction métaphysique incroyable, et c'est en cela, je pense, qu'il nous rend humbles. C'est vrai que Sartre, en regardant cette racine, faut lire ce passage, il est écœuré, ça lui donne envie de vomir littéralement. Et il aurait peut-être fallu qu'il regarde sa racine comme vous, Gilles Clément, vous regardez votre berceau du Caucase, avec ce mélange d'amitié, on va repartir sur le mot de respect, parce que finalement il est assez important, et pas cet écœurement un peu viscéral qui
qui désigne notre manière de nous relier au sol et qui s'oppose à tout ce qui s'érige, à l'érection, littéralement. C'est peut-être parce qu'on refuse, et ça sera ma dernière question, notre statut d'être mortel, qu'on s'intéresse si peu à ce qui se passe sous nos pieds, à ces millions de micro-organismes qui grouillent et qui provoquent parfois un mouvement de recul. Je ne sais pas qui veut prendre, c'est presque une conclusion, mais Gilles ? Pas facile, hein. Non, on ne cesse de passer la main. Et il faut juste l'accepter, ça. Oui, on passe la main au ver de terre. Tout va bien. On peut le faire avec tous les animaux, mais il faut les considérer comme des amis, quoi. C'est pas très facile, ça, pour tout le monde. Peut-être, avant de laisser la parole au public, une citation de Michel Serres qui rentre en écho de manière assez forte avec tous ceux dont vous avez parlé. Michel Serres respectait beaucoup les jardins et prônait l'éducation par le jardin. Et il proposait un modèle et il déplorait que ce modèle ne soit pas suivi. Voilà ce qu'il appréciait. Il disait « Si vous formez les mots des enfants par le moyen des sens, parmi les aubépines et les primevères, si la rose en son nom décliné se rapporte à l'éclatant bouquet de formes et nuances qui embaument, si vous construisez leur langage à travers le donné, alors tout peut arriver, même un poète, même un adulte gai, même un sage, même un philosophe mathématicien, libre de rire aux raideurs machinales ou stratifié de l'entendement. » Et là, il déplore « Avez-vous trouvé le jardin recherché ? L'architecte a bétonné. Avez-vous découvert des buissons là-bas ? L'agronome les arrase. L'espace rentable ressemble à l'école. La théorie l'emporte sur l'école buissonnière parce qu'elle a détruit les buissons. » Peut-être une dernière remarque sur cette idée d'école buissonnière qui, j'ai l'impression, était un peu en filigrane dans toute cette discussion. Même si vous construisez une architecture impeccable, parfaite, toute claire, bien lisse, il y a des plantes qui vont s'installer dessus. Vous attendez un peu, hop, ça détruit le bâtiment. Tout va bien. Merci beaucoup à vous deux. Vous pouvez poser vos questions. On a une vingtaine de minutes. Je voulais revenir sur les droits aux fleuves et rivières. L'exemple habituel, c'est ce fleuve de Nouvelle-Zélande qui a été doté d'une personnalité. En fait, cette personnalité, il l'avait de la part des Maoris et elle a été transformée en devenant votée par le Parlement néo-zélandais. Par ailleurs, en Tarn et Garonne, on ne met jamais l'article avant. Et la question, j'ai posé cette question j'ai posé cette question à des personnes âgées qui m'ont dit, bah, tu sais, nous, quand on va boire un verre chez Marcel, on ne dit pas le Marcel. Donc je pense que quelque part, c'est donner une personnalité à Tarn et Garonne. Ouais, comme je vous ai dit, je comprends bien le sujet, et encore une fois, d'un point de vue pragmatique, je préfère qu'on fasse ça plutôt que rien. Néanmoins, je pense que ce n'est pas parce qu'on est très sensible à la destruction anthropique et qu'on souhaite non pas revenir, mais avancer vers des pratiques beaucoup plus respectueuses de notre milieu, qu'il faut revenir à une forme d'animisme.
Bachelard nous explique que les sciences modernes se sont constituées sur le rejet de l'animisme, que c'était ça la grande rupture épistémologique, c'est de dire que non, notamment tout ce qui est minéral, donc un fleuve n'a pas d'âme, n'a pas de personnalité, c'est des molécules d'eau. Et Bachelard non, je confonds, pas Bachelard, l'autre. Si, Bachelard. Et le même Bachelard, par ailleurs, pouvait être très poétique sur l'eau, mais en disant il faut distinguer les deux, c'est pas de la science. Et aujourd'hui, c'est la science moderne, l'agronomie, l'hydrologie, la botanique, qui nous enseigne et qui nous conduit en fait aux meilleures pratiques. Quand vous regardez le site de l'INRAE, aujourd'hui, il n'y a plus que des rapports et des études sur l'agroécologie, la transition. Tout ça pour dire que je pense que la science moderne occidentale est très utile pour les transitions qu'on veut effectuer, et qu'il ne faudrait pas en saper les fondements épistémologiques en revenant à des notions anthropomorphiques, animistes. Moi, je pense qu'un fleuve n'a pas d'âme. Je pense qu'on peut le dire poétiquement, qu'on peut écrire des choses très belles là-dessus, mais qu'en termes de réflexion et de politique publique, on doit être un peu plus rigoureux, parce que sinon, on va faire n'importe quoi avec la personnalité juridique des fleuves. Et je ne dirais pas la même chose sur les animaux, parce que quand vous êtes face à un être sensible, les droits d'un être sensible, et notamment si on est utilitariste, le droit de ne pas souffrir, me semble beaucoup plus, pour le coup, légitime. Donc l'idée que, d'ailleurs c'est déjà le cas, que les animaux aient des droits et qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec nos animaux domestiques, en particulier l'élevage, me semble parfaitement juste. Mais je reste très fermé à l'idée de personnalité juridique des fleuves ou des montagnes, qui sont les montagnes, c'est décrit par la géologie, par... voilà, c'est pas une montagne, elle n'est pas une montagne, elle n'a pas conscience d'être une montagne. Oui, bonsoir. À quel jardin idéal pensez-vous pour nourrir 8 milliards de bipèdes ? Alors que je me souviens, au début de la guerre d'Ukraine, par hasard, je me trouve en Afrique de l'Ouest, il y avait une menace sur les exportations de céréales d'Ukraine, et c'était la panique. Alors, Monsieur Clément, surtout, quel est votre jardin idéal pour nourrir 8 milliards d'êtres humains ? Merci. Bon, j'ai évoqué cette question tout à l'heure en parlant des espaces adaptés, enfin, des espaces mineurs, petits, qui sont dans un climat déterminé, un biotope précis, sur lequel on peut faire un certain nombre d'espèces vivrières qu'on ne fera pas dans d'autres, parce que la diversité des biotopes est très grande, surtout en France d'ailleurs. On a à la fois ce bénéfice et ce handicap pour l'agro-industrie, c'est-à-dire pour l'exploitation industrielle. C'est qu'il faut une commodité, il faut un espace plan, avec des grosses machines qui interviennent dessus et une seule plante ou un seul animal, une seule plante à cultiver ou un seul animal à élever. Et mon idéal, ce ne serait pas du tout ça. Ce serait la polyculture, polyélevage, avec une production extrêmement diversifiée. On ne met pas. Alors, le seul proverbe que je trouve, j'en connais qu'un qui me plaît, dans tous les proverbes, pourtant ça existe, les proverbes, c'est on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Vous savez, quand le panier tombe, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien, on n'a plus rien. C'est complètement stupide de faire des immenses surfaces de monoculture. Il y a un parasite qui arrive, il n'y a plus rien, on crève de faim, c'est fini. Donc il faut avoir d'autres espèces qui peuvent être cultivées. Et sur ça, alors ça veut dire un mode de vie différent, mais surtout une vision du marché complètement différente. Ce sont des gens qui savent travailler, qui peuvent le faire. C'était autrefois des paysans, mais on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, ce seraient des gens qui associent des techniques anciennes, intelligentes, à des techniques modernes, pas destructives. Donc on pourrait avoir des équivalents de paysans, mais modernes, enfin, qui feraient une production dont ils seraient vraiment les distributeurs. C'est eux qui pourraient gagner de l'argent. Aujourd'hui, tous ceux qui produisent, ce n'est pas eux qui vont les vendre, les produits. Ce sont les distributeurs, c'est-à-dire tout à fait un autre
monde. Et ça pose un énorme problème, enfin vous le savez. Hein. Donc ça permettrait à ceux qui sont donc en grand nombre, les exploitants, mais ce n'est pas le mot qui convient, mais disons les jardiniers, de vivre correctement. Ceux qui produisent aujourd'hui ne sont pas ceux qui gagnent l'argent des éléments dont ils sont les producteurs, quoi. Ce sont les distributeurs, et ça ne va pas. Donc on ne changerait pas seulement les techniques, la polyactivité, la polyculture, on changerait le système économique complet. C'est très difficile, parce que ce n'est pas du tout la vision qu'on a de toutes les exploitations qui sont le gigantisme, l'agro-industrie, etc. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le droit des fleuves. J'ai été en Guyane et j'avais j'étais invité par des Amérindiens à discuter avec eux. Et j'ai vu qu'ils étaient dans un rapport au monde vivant et quelquefois aussi au lieu ou au système comme un milieu complet, l'eau, le fleuve, avec une immersion totale. C'est dans leur culture profondément. Donc on ne peut pas l'appliquer à nous. C'est beaucoup plus difficile pour nous. On n'a pas cette habitude-là. Mais de tous les peuples que j'ai pu rencontrer à droite à gauche dans les pays où je suis allé, mon bilan carbone n'est pas très bon, je sais, mais ce sont ceux-là qui ont les visions animistes qui m'ont paru être les plus protecteurs, quoi qu'il arrive. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on rentre dans ce mysticisme, cette espèce de religion bizarre, c'est pas une religion, mais bon, on n'est pas obligé de ça. Mais on pourrait imaginer protéger, oui, ne pas polluer. Ça suffit là. Oui. J'aimerais juste compléter parce que vraiment cette question elle est très importante parce qu'elle revient toujours. C'est mais vos discours c'est bien joli mais c'est pas avec ça qu'on va nourrir la planète. C'est le discours de la FNSEA aujourd'hui. C'est un discours très puissant puisque c'est un discours qui est apparu à l'après-guerre où effectivement on était en pénurie, en disette et où on a fait cette révolution verte pour nourrir les gens et que ça a réussi et que la remettre en cause aujourd'hui apparaît comme une forme de retour à des risques de pénurie alimentaire qui sont complètes. Et c'est le contraire, absolument. Donc d'abord, si on continue comme ça, c'est le meilleur moyen d'avoir un risque de pénurie alimentaire, puisque quand vous saccagez, quand vous faites, tout le monde ne le fait pas, et il y a plein de pratiques différentes, on ne va pas revenir là-dessus, mais si nous prenons le cas le pire, vous faites de l'agriculture vraiment chimique, vous détruisez votre capital, qui est le sol, ce qui d'ailleurs se voit aujourd'hui, puisque depuis le milieu des années 90, les rendements commencent à chuter, y compris en Beauce, sur les grandes exploitations. Et donc, en fait, vous vous condamnez à relativement moyen terme à ne plus produire. C'est pour ça que les rendements baissent et ne cesseront de baisser. Un jour, arriveront à zéro parce que vous n'aurez plus de sol du tout. Donc, la transformation, disons, agroécologique, elle est absolument vitale pour que le système soit pérenne, rien que ça. C'est-à-dire qu'il soit soutenable. Au-delà même du fait que c'est un devoir qu'on a vis-à-vis de la vie et de la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, ce qui détruit le plus la vie sur Terre, c'est les pratiques agricoles qui occupent le plus d'espace. Puisque vous savez, la perte de vie, donc 75% des populations d'espèces sauvages ont disparu en 50 ans. C'est vraiment colossal. Insectes, vers de terre, oiseaux, c'est toujours des chiffres entre 50 et 75%. C'est vraiment fou ce qu'on a fait. Et c'est dû essentiellement à la raréfaction des ressources et à l'élimination des habitats. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus, et c'est pas lié directement, je veux dire, au changement climatique, ni au carbone, c'est lié au fait qu'ils n'ont plus de quoi se nourrir et se loger. Et donc, ils sont SDF, ils meurent. Donc, déjà, en soi, c'est important. Pour nous, se nourrir, c'est important. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la science agronomique, elle progresse. Quand vous lisez Christian Huyghe, qui est le chef de l'agriculture à l'INRAE, donc un vrai scientifique, qui a les mains dans le cambouis, qui publie dans la revue Déméter, La France en 2040, il vous explique comment, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui de sciences fondamentales, et qui sont nouvelles, qui ne sont pas les connaissances d'hier, il ne s'agit pas de revenir en arrière, on sait faire de l'agroécologie avec des rendements comparables ou dans la limite de 10%, bref, mais dans des rendements parfaitement acceptables par rapport à notre consommation. Par ailleurs, on peut peut-être aussi travailler sur notre consommation puisque 50% des produits alimentaires sont tout simplement jetés et n'arrivent jamais jusque dans nos estomacs. Vous avez déjà 50% de marge. Mais même en mettant ça de côté, on sait faire, mais simplement c'est des techniques nouvelles. Par exemple, le semi-direct, l'idée de ne plus faire de labour. Mais c'est une révolution complète par rapport
pas seulement à la Révolution verte, par rapport à 10 000 ans de pratique de l'agriculture. Et c'est là-dessus que les agronomes travaillent. Alors évidemment, c'est compliqué, ça dépend des terroirs, ça demande de mettre le bon couvert végétal, la bonne association de cultures. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, ce que je comprends, c'est que les scientifiques avancent sur ces sujets-là, de manière peut-être pas techno-intensive, même si, pourquoi pas, on peut utiliser des drones désherbeurs pour repérer les adventices dans des champs d'agroécologie, ok, mais en revanche de manière très scientifique au sens de la science fondamentale. On rejoint, Gilles Clément, un de vos credos qui est, vous allez peut-être me dire que non, mais faire le plus possible avec, le moins possible contre. Et ça va un peu contre justement cette idée, on critique beaucoup l'inaction climatique, mais parfois la meilleure chose à faire, c'est au contraire de baisser son bras, de se calmer et de laisser faire. Dans le métier que nous avons, nous, je dis paysagistes, mais surtout jardiniers, si on ne fait rien, on est utile à tous. Si vous faites rien, vous faites une forêt. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va quand même assez vite malgré tout. Et là, vous faites de l'oxygène, hein, attention. Donc, bon, on devrait remercier ceux qui ne font rien dans leur territoire, hein, s'ils en ont. Non, on est obligé aussi d'accepter tout ce qui évolue et rien n'est figé. Je trouve que le mécanisme même de l'évolution est très, très intéressant. Vous voyez bien, hein, dans un seul endroit, vous ne retrouvez pas les mêmes espèces d'une année sur l'autre. Un ver de terre est un SDF, hein, il n'est pas de domicile fixe, hein, lui. Ça bouge hein, tout le temps, mais tout est comme ça. Ouais. Donc, on doit aussi pouvoir accepter cette mobilité. Mais vraiment, la question la plus importante pour moi maintenant, c'est changer de mode de vie, vraiment, c'est-à-dire mettre des valeurs ailleurs que là où on les met, avec la névrose du fric et la surconsommation complètement absurde qui nous amène à tout détruire, en fait. On pourrait voir autrement. On pourrait dire, mais si on était heureux en faisant quelque chose d'autre. Et là, il faut mettre en place ce quelque chose d'autre. Il existe. On sait que c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonsoir à tous. Merci infiniment pour la qualité de ces échanges. Une petite question pour Gaspard, où j'ai cru comprendre que vous avez traversé la France à cheval. Connaître un peu vos motivations, si vous avez quelques anecdotes, et qu'est-ce que vous en avez appris, qu'est-ce que vous en avez retenu. Merci. Alors c'était même un peu plus ambitieux, c'était l'Europe à cheval. J'avais refait l'itinéraire de Michel de Montaigne de Bordeaux à Rome. Et Montaigne n'était pas parti en ligne droite puisqu'il était passé par la Bavière, hein, par l'Allemagne. Ce qui fait que quand j'étais au départ, quand j'étais à Périgueux et que je remontais vers le nord, et les gens me disaient « vous allez où ?» Et je disais « à Rome », et ils me disaient « c'est pas par là ». C'était un peu vexant quand même. Mais je sais très bien pourquoi je l'ai fait, et je vous répondrai exactement comme Montaigne qui disait « je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais ce que je fuis ». Et je savais exactement ce que je fuyais puisque je sortais de ce très long reportage sur l'intelligence artificielle. On était en 2018, c'était un peu moins discuté qu'aujourd'hui. Et je m'étais dit, comment est-ce que je peux faire l'inverse ? C'est-à-dire quelque chose où je suis obligé de regarder les gens dans les yeux puisque j'étais accueilli chez l'habitant, donc il fallait demander l'hospitalité. Quelque chose qui n'est pas prédictible par une IA, qui a un fort contact au vivant, en l'occurrence un cheval, et qui surtout laisse la place à l'aléa. C'était ça mon grand critère. Comment prendre 6 mois. Alors, il faut s'arranger pour prendre 6 mois financièrement, familialement, etc. Mais prendre 6 mois, et après, dans ces 6 mois, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de s'arrêter une semaine dans un endroit parce que c'est joli, on s'arrête une semaine. C'est comme ça que Montaigne voyageait. Il faisait des détours invraisemblables. Il allait guerroyer à un endroit, puis il repartait à un autre, puis il allait rendre visite à un ami, il voulait aller en Pologne. Il arrive en Allemagne, il passe vers l'Italie, il dit « oh ben non, là, les Alpes, je le sens pas ». On remonte vers Augsbourg. Voilà, il rendait les fous, ses compagnons de voyage, mais il disait « mais attendez, alors... » C'est le langage le français du XVIe siècle. Hein. Je me branle tant que le branle me plaît. Et donc, puisque moi, mon plaisir, c'est de voyager, vous ne pouvez pas me dire que j'ai perdu mon temps puisque j'ai voyagé, même si j'ai fait un détour. Et réapprendre le détour, réapprendre l'aléa, réapprendre le fait d'être ouvert au hasard, c'est un vrai apprentissage. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là, il faut arriver à 17h, mais en fait, on meurt si on commence un voyage comme ça. C'est compliqué comme voyage quand même. Moi, j'avais 10 kilos de bagages en tout et pour tout pour 5 mois. Il faut prendre soin de la jument, il faut trouver les chemins, il faut trouver les gîtes. Il y a énormément de... Vous me demandez des anecdotes, mais enfin, il y a des anecdotes vraiment dures, parce que ce
souvent des questions de vie et de mort quand on passe sur un pont qui n'est pas fait pour un cheval ou qu'on tombe dans un marécage où personne ne nous a demandé d'aller. Donc c'était quand même, on est arrivé sain et sauf à Rome, mais c'était tout sauf évident. Puis j'étais tout seul avec elle, enfin en tout cas on se parlait beaucoup, hein, mais... et puis évidemment le rapport à l'animal et au vivant, enfin bon, il y a mille choses à dire, je ne sais pas par où je peux commencer, mais d'abord le rapport aux êtres humains, ce rapport d'hospitalité, il change tout. Il met sur un pied d'égalité total et immédiat entre l'hôte et ce qui n'est plus un touriste, mais un voyageur. Et il crée une relation très forte que je ne connaissais pas et qui fait que j'ai toujours des relations, enfin quand je revois les gens qui m'ont accueilli, alors que je suis resté 12 heures chez eux, mais puis on a un côté psy ambulant, parce qu'on est vagabond, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Notre vagabond de liberté, et le vagabond il avait une fonction sociale. Le vagabond, il allait dans les fermes, il faisait quelque chose, il aidait, il n'était pas mendiant, mais on le recevait parce qu'il racontait des histoires, mais surtout parce qu'on lui racontait des histoires, parce qu'il repartait le lendemain, et que ce n'était pas une menace. Et donc moi, les gens me racontaient leur vie, leurs problèmes, leurs histoires d'amour, de divorce et tout ça, après 8 heures de cheval déjà. Mais à chaque fois, c'était incroyable. Et, je ne vais pas tout raconter, ça prendra des heures, mais juste le deuxième truc, c'est côté cheval. Côté cheval, j'étais parti en... Alors je m'étais quand même formé pour faire ce voyage, j'avais appris la bourrellerie, la maréchalerie, enfin il faut... et puis les soins vétos un peu. Mais bon, j'étais parti quand même en cavalier, c'est-à-dire je suis cavalier, j'ai des rênes, des jambes et une cocotte. Vous voyez. Et en fait, petit à petit, mon rapport à cette jument s'est transformé. Et s'est transformé dans un fait très, très précis, c'est que donc, je marchais à côté assez souvent, et puis j'avais des rênes camarguaises que je pouvais prendre comme ça à la main pour la prendre avec moi. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté de prendre les rênes. C'est sur l'encolure. Et je n'ai pas fait ça en me disant, tiens, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait ça parce que c'était devenu évident. De même que quand vous vous promenez avec un ami en forêt, vous ne l'attachez pas avec une laisse de peur qu'il fuit. Ça ne vous semble pas un comportement logique ni rationnel. Ça vous arrive pas à l'esprit qu'il pourrait s'enfuir. Et bien là, c'était pareil. Non, on était tous les deux, on est compagnons de voyage, donc il n'y a aucune raison qu'elle aille ailleurs. Voilà, et donc ça crée un vrai... Parce qu'après, il y a une communication, d'ailleurs c'est ce que dit Montaigne, il parle beaucoup du rapport de l'homme et de l'animal, c'est le premier moderne d'ailleurs à comprendre l'intensité de cette relation, à s'insurger contre la cruauté qu'on a envers les animaux. Et il y a ce passage où il dit « Je ne sais pas si je joue avec ma chatte ou si ma chatte joue avec moi ». Et c'est parfois aussi l'impression que j'avais, parce que je ne savais plus très bien qui avait décidé de tourner à gauche à tel ou tel moment. Voilà. Mais en tout cas, c'était une aventure qui m'a, contrairement au voyage sur l'IA, donné beaucoup d'allant, d'espoir, d'optimisme, parce que j'ai été accueilli partout. Il y a eu très peu d'incidents en fait, avec les êtres humains, parce que vous les prenez dans un certain contexte où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et en fait, on s'aperçoit que les gens, ils crèvent de ce monde trop normé, et ils ne rêvent que d'une chose, c'est que quelque chose se passe, comme on dit dans Beckett. Quelque chose se passe quelque part. Il y a un gars avec un cheval, on va l'accueillir, on va chercher le foin chez machin, on va lui donner, on va faire venir truc musque, et tout d'un coup, c'est la fête. Et c'est une respiration pour tout le monde. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Gilles Clément et Gaspard Koenig en dédicace à la librairie dès maintenant. Merci beaucoup.